Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 10 mars 2026. Alors que le monde s'enfonce dans la peur géopolitique et que les marchés sont sous pression, alerte rouge technique donnée sur le marché action, notamment les actifs risqués en bourse. Alors, dans ce contexte, est-ce que le cours du Bitcoin sera en mesure de résister? Rappelez-vous, nous en avons parlé mardi dernier ou dans les semaines qui avaient suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Bitcoin avait résisté avant de finalement finir par s'aligner sur les actifs risqués en bourse et de développer davantage son bear market cyclique. Bon, un blabla court ce matin, 3 parties. Première partie, je vais passer en revue des données fondamentales. Alors effectivement, actuellement, les vidéos collapsologiques s'envolent. D'ailleurs, sur YouTube, ce qui fait 1 million de vues, c'est les vidéos qui annoncent la Troisième Guerre mondiale, 4 ans de guerre, le pétrole à 500 $, etc., etc., etc. Mais sans jamais creuser un peu le sujet. Je commence cette nouvelle édition du CTB par 3 graphiques fondamentaux pour restituer le détroit d'Ormuz. Sur le plan économique, il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le gaz. Bien sûr, y a-t-il un risque systémique pour l'économie mondiale? Y a-t-il un risque de voir la croissance pencher à zéro? Y a-t-il un risque de stagflation? Eh bien, là aussi, il faut reprendre les choses simplement. Regardez comment mathématiquement sont calculés les taux d'inflation. Vous allez voir que l'inflation n'est pas égale au prix du pétrole, n'est pas égale au prix du gaz, n'est pas égale à l'addition des deux. Par contre, il y a effectivement un impact. Quel est-il? C'est ce que nous allons regarder ensemble. Et ensuite, de manière générale, il y a une différence entre un risque fort, un risque grand, un risque de stagflation et un risque systémique pour l'économie mondiale. Ce risque est-il systémique? Le détroit d'Ormuz est-il systémique? Ça, dans le monde, il y a 10 détroits qui comptent dans l'économie mondiale. Oui, Ormuz est le premier, mais il y en a 9 autres. Alors systémique, c'est quoi? Quand 1 sur 10 est bloqué ou quand 5 sur 10 est bloqué? Bon, bref, nous commencerons donc cette nouvelle édition de CDB par 3 infographies que j'ai créées, en rassemblant les chiffres qui me semblent les plus importants. Loin de moi l'idée de minimiser le risque, simplement j'apporte de la nuance. J'apporte de la nuance, et je pense que nous ne pouvons pas parler, au stade actuel, nous ne pouvons pas utiliser l'adjectif systémique. Rappelez-vous à une époque, quand j'utilisais beaucoup trop l'adjectif décisif, à un point où il en perdait sa valeur. Et bien là, je trouve que tout le monde utilise l'adjectif systémique. Trop tôt. Et à un point où on ne mesure pas ce qu'est la valeur de l'adjectif systémique. Donc je commencerai par ça. Ensuite, deuxième partie, alerte rouge technique. Je fais un tour d'horizon de toutes les classes d'actifs qui me semblent importantes, bien sûr, des indices boursiers, du marché des taux, de certains secteurs, bref, d'indices aussi qui mesurent les tensions sur le commerce maritime, notamment le commerce maritime avec la Chine, avec l'Asie. Par exemple, la Chine, vous savez qu'au large de leur côte, ils ont amassé 40 millions de barils pour faire face justement à une fermeture du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, 80% des barils de pétrole et du GNL vont vers l'Asie. Pour la Chine, c'est 40% de son pétrole importé. Donc heureusement qu'ils ont prévu le coup. Donc 40 millions de barils jour, il y a de quoi tenir. Le facteur temps sera important. Mais donc je fais un tour d'horizon des actifs risqués en bourse. Et puis donc troisième partie, bien sûr, Bitcoin et les alts. Est-ce que dans ce contexte, Bitcoin peut résister? Alors, risque de stagflation, anticipation d'inflation potentiellement en hausse, c'est aussi le facteur temps jouera, mais alors que l'or et l'argent sont en surachat, est-ce qu'il va y avoir des transferts vers finalement Bitcoin, qui enfin aura ce rôle d'aspect refuge, véhicule anti-inflation? Il y a aussi le Clarity Act. Nous attendons ce mois de mars, c'est pas loin, Trump met la pression maximale pour finir par obtenir, il s'est même exprimé sur le sujet sur les réseaux sociaux, ce qui est complètement incroyable, qu'en pleine guerre, il rappelle l'importance de son agenda crypto. Bon, alors, est-ce qu'à un moment ou à un autre, est-ce que l'adoption à venir de ce printemps du Clarity Act fera que des capitaux étant déjà largement investis dans les métaux précieux peuvent-ils aller vers les cryptos et donc amortir le risque pour BTC? Où en sont les signaux techniques de Bitcoin par rapport à ceux que donne le marché action, par exemple, ou des secteurs qui sont sous pression en lien direct avec les événements géopolitiques? Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du CTB, bourse, Bitcoin, alerte rouge, technique, Bitcoin pourra-t-il faire? C'est parti mon kiki, alors je commence par Polymarket. On peut tout faire sur Polymarket. Vous avez la section géopolitique, alors il y a des paris, c'est aux États-Unis, pareil surtout. Mais j'utilise ça comme des indicateurs de sentiment.
Et vous pouvez donc constater que hier, suite à la déclaration de Trump, la probabilité d'un cessez-le-feu d'ici la fin du mois de mars a augmenté, a presque atteint 45% avant de retomber un peu ce matin. Et comme le prix du pétrole qui montait à 120 dollars avant de retomber à 80, bref, on est dans un environnement d'incertitude et de forte volatilité. Alors c'est pas parce que Trump dit que la guerre va se terminer très vite que ce sera le cas. Mais en tout cas, bon, ça change. On voit que tout de suite, lorsqu'il y a des signaux de pression sur le marché, pétrole, marché action, volatilité, taux, eh bien, ça fait un peu flancher la volonté de la Maison-Blanche. La crainte du risque systémique. Donc, je ne vais pas y passer 30 ans, mais simplement, c'est pour resituer les choses. J'ai préparé un certain nombre d'infographies. Effectivement, le sujet, si vous voulez, le principe d'un risque systémique, c'est un fait, un élément à la base isolé, ça peut être la faillite d'une banque, ce que vous voulez, qui entraîne un effet de contagion sur l'ensemble de l'économie. La question en fait que tout le monde se pose, parce que si le marché est en choc là, c'est pas parce qu'il y a la guerre. Le marché choque, le marché est volatile, parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Il est complètement fermé, alors ils n'ont pas tiré des barrières, hein, mais si un bateau essaye de passer, il se mange un drone, et donc voilà, les bateaux ont décidé de... Les compagnies maritimes, ces priorités aux marins, se sont mis en pause. Donc, la question, s'agit-il d'un risque systémique? Chacun, je vous laisse interpréter les choses, je vais vous donner moi les chiffres bruts. C'est donc 15% de la consommation mondiale de pétrole, pas 20, pas 25, pas 50, c'est 15%. La région, c'est 22% de la production mondiale de pétrole. Mais pourquoi c'est uniquement 15? Parce que vous avez 7 millions de barils jour. Donc oui, attention, j'arrondis un peu, mais concrètement, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Donc quand je dis 100 millions, 100%, c'est pareil. Donc la région, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, produisent, Koweït, 22 millions de barils jour. 15 millions passent obligatoirement par le détroit. 7 peuvent contourner, notamment par 2 pipelines. Celui Est-Ouest passe en Arabie Saoudite et celui d'Abu Dhabi qui passe dans les Émirats Arabes Unis. 15, c'est pas 50, mais c'est important. 15, c'est pas 50. Alors, après, il y a davantage un problème pour l'Asie, puisque l'Asie, elle, importe la majorité de son pétrole en provenance du détroit d'Ormuz. Par exemple, pour la Chine, c'est du 40%. Mais nous savons que la Chine a stocké au large de ses côtes, depuis des mois, 40 millions de barils. Donc ensuite, il y a un autre sujet qui est le sujet des stocks, la durée des stocks avant pénurie. C'est pas quelques jours, hein, c'est quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, alors là, il faut faire attention. Le détroit, c'est 20% du gaz naturel liquéfié, du GNL. C'est pas 20% du gaz mondial. Pourquoi? Parce que le GNL lui-même représente 20% du gaz mondial. Le GNL, c'est le gaz qu'on transporte par bateau. Donc 20% de 20%, ça fait 5. Ensuite, vous avez d'autres matières premières liées à la pétrochimie, même à l'agriculture, engrais azotés, une matière première industrielle, quand même, l'aluminium, beaucoup de pétrochimie. Vous voyez ici les proportions. Donc voilà, alors effectivement, le détroit d'Ormuz, ici je me suis abusé à vous donner, les anglo-saxons appellent ça des shock points. Moi je lis tous les matins, première chose que je fais, c'est de lire la presse US. Je lis Bloomberg. Voilà. Je me mange du Bloomberg, il faut bien s'informer comme on veut. Et donc, j'apprends des mots, forcément. Et le mot que j'ai appris, c'est shock points. Donc les principaux shock points maritimes du monde, il y en a 10. Le détroit d'Ormuz est le premier, mais il n'est pas seul. C'est-à-dire que il y a plusieurs. C'est toujours pareil, il faut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Y a-t-il un risque systémique? Donc on se dit 15% de l'approvisionnement mondial en pétrole est menacé, ça veut dire 85% n'est pas menacé. Gaz naturel liquéfié, c'est 20% du gaz mondial. 20% de 20% égale 5%. Donc 5% du gaz mondial est menacé, ça veut dire 95% n'est pas menacé. Donc la question que je pose, nous avons un conflit dans lequel 85% de l'approvisionnement mondial en pétrole n'est pas menacé et 95% de l'approvisionnement mondial en gaz n'est pas menacé. Malgré tout, ça reste quand même des chiffres qui sont importants. Pareil, le détroit d'Ormuz n'est pas le seul détroit du monde. Voilà les 10 détroits qui comptent. Il est probablement le numéro 1. Ça peut se discuter avec Malacca. Nous pourrions parler de risque 6. Je minimise rien, hein, j'apporte juste un peu de nuance. Il faut apporter de la nuance parce que vous avez vu, dès lors que vous entendez parler d'un pétrole à 200 $, il est monté à 120, boum, il retombe à 90 direct. Bon.
faut apporter de la nuance, surtout dans les phases chaudes comme ça, de volatile du début. Faut pas être one way fin du monde. Vous avez vu, je me suis amusé à regarder les statistiques de vidéos sur YouTube. Celle qui explose, là, c'est celle qui dit ça y est, c'est foutu. WW3, la Russie arrive, la Chine va s'y mettre, c'est fini, c'est terminé. Acheter des boîtes de conserve. Ça fait de la vue. Moi, je suis sûr que là, j'apporte des éléments de nuance, tout le monde s'en fout. Oh, Vincent, tu rêves. C'est foutu, c'est terminé. Je te l'avais dit. C'est pour ça que j'ai appris à vivre, à faire du survivalisme, à faire des vidéos de survivalisme. Bon. Mais voilà, le D3, il est important, mais il y en a d'autres. Il y en a 9 autres qui comptent. Alors, c'est systémique si par exemple vous en fermez 5 sur 10. Là, il y en a un seul. Mais non, Hormuz est quand même très important. Hormuz est quand même très important. Pareil, ces derniers graphiques fondamentaux, après on regarde les charts. Le risque de choc inflationniste. Et encore, j'ai plein d'autres choses, mais le choc inflationniste. L'inflation n'est pas égale au prix du pétrole et du gaz. Ici, je vous ai remis le poids combiné pétrole et gaz, direct et indirect. Le poids combiné pétrole et gaz, direct et indirect, dans le calcul mathématique des taux d'inflation. C'est une formule, quoi. C'est 15% en moyenne. Donc, c'est systémique. Si c'est plutôt 40 ou 50, là, c'est 15. Mais c'est quand même un risque important. Ensuite, c'est pas parce que le pétrole va passer 3 semaines à 100 dollars qu'il va y avoir un impact. Si le pétrole passe 3 semaines, 4 semaines à 100 dollars, on ne le verra même pas dans les taux d'inflation. Les études montrent qu'il faut... Alors, un mois, il n'y a pas de sujet. Un mois, il ne se passe rien. 1 à 3 mois, il commence à se passer un truc. Au-dessus de 3 mois, oui, il y aura un impact sur l'inflation nominale. Voilà, on est à 2 semaines. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est le facteur le plus important, ça reste comme le facteur temps. Et c'est quand même celui qui est de loin le plus inconnu. Donc, alors, bourse traditionnelle, alors il y a eu des alertes rouges, mais finalement, depuis les déclarations de Trump, les choses se reprennent un peu, ça peut encore aller très vite aujourd'hui, on ne sait pas. Simplement, le S&P 500 semble vouloir réagir sur sa moyenne mobile à 200 jours. Donc je vous rappelle où se trouve le S&P 500, on le sait, haut de canal, etc. machin. Pour vous rappeler simplement que s'il devait faire un retour à son ancien record historique, ça ne fait que moins 12%. Le choc de la crise commerciale avait fait moins 21, on était revenu à l'ancien record. Le bear market de 2022, moins 27. Le choc de la crise sanitaire, moins 36. Vous voyez, là, finalement, bon, le marché, regardez la bougie d'hier, hein. On était en train de dropper, on passait sous la... Et Trump parle, dit que le conflit va bientôt se terminer, on finit tout en haut. L'autre exemple, bien sûr, est ce qu'a fait le pétrole. Voilà, regardez, c'est complètement dingue. La bougie d'hier du pétrole. Le pétrole est quand même monté, là c'est des bougies journalières, il est monté à 120 dollars, il est retombé à 80 dans la même séance. On n'avait pas vu un tel décalage plus haut, plus bas depuis la crise sanitaire. Donc ça montre quand même que ce conflit, c'est le sujet majeur. Et que Hormuz, le marché est rassuré dès lors qu'on dit que ça va se terminer rapidement, parce que, voilà, Hormuz, c'est quand même si les chiffres ne sont pas si impressionnants que ça d'un point de vue global, on sait par exemple que pour l'Asie, c'est quand même beaucoup plus important en termes d'importation, en termes de pétrole importé. Et que les réserves, c'est pas non plus 4-5 ans de réserves de barils de pétrole, c'est plutôt en semaines, voire en mois. Donc c'est un sujet, en tout cas, donc pour ce qui est du prix du... Alors je reviens, je vais un peu trop vite là. Donc sur le S&P 500, je vais remettre ici les enseignements du système Ishimoku. Vous voyez qu'il était en train de donner le même signal ici que le déclenchement de la guerre commerciale, ou encore le même signal que le début du bear market de 2022, ou encore de la crise sanitaire, c'est-à-dire cassé par le bas le nuage journalier du système Ishimoku. Eh bien, à la clôture, il l'a repris. Donc, c'est pas cassé. C'est une alerte, c'est pas cassé. On s'y accroche. Et j'ai l'impression que nous allons être soumis au gré des déclarations ci et là, des déclarations en provenance du président Trump, mais aussi de la partie iranienne. Pour la partie israélienne, ils ont l'air d'être chaud patate pour continuer à être vitam aeternam, donc on ne sait pas trop si ça compte, mais quoique si, toutes les déclarations comptent. En tout cas, voilà. Donc il y a des alertes rouges, bien sûr,
Mais là, dès qu'il y a des déclarations qui vont dans le sens, il y a une forme de résilience. Après, attention, le pétrole reste en zone d'alerte rouge. Alors pourquoi je mets ça là? C'est pas, j'ai pas mis ça juste pour dire que pour faire mousser. Non, non. Au-dessus de 80 dollars, le marché a passé toute l'année 2025 sous 80. Le prix du pétrole, regardez, janvier 2025, le prix du pétrole a passé toute l'année 2025 sous 80. Le principe d'un taux d'inflation pour la contribution pétrole, c'est vous prenez le prix du pétrole maintenant et son prix il y a un an. Donc la base de départ c'est 2026, non, la base d'arrivée c'est 2026, la base de départ c'est 2025. Étant donné qu'en 2025 le plus haut c'est 80 dollars, tout ce qui est au-dessus de 80 dollars crée une contribution positive à l'inflation. Ça vous me suivez, hein? Voilà, donc c'est la zone. Et alors, au-dessus de 92-94, c'est le choc inflationniste parce que ce fut les prix ici du déclenchement de la guerre en Ukraine. Notez qu'on a fait des bougies plus impressionnantes que le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc là, quand j'enregistre la vidéo, on est revenu dans la zone d'alerte rouge. On a quitté la zone de choc inflationniste, mais tout ça peut aller très vite. Un vrai signal de détente, ce serait de repasser sous 80. On peut noter qu'on a fait la même résistance sur le RSI Weekly que le plus haut du début de la guerre en Ukraine. Bon, est-ce que c'est fini? Ça dépend de l'évolution du conflit. De la même façon, le VIX. Le VIX, regardez, le VIX, il est entré dans la zone d'alerte hier. Vous savez comment on interprète cette bougie-là? C'est une bougie weekly. On est entré dans la zone d'alerte et là, pour l'instant, on est revenu dans la zone soft. Donc c'est chaud, c'est volatile. Regardez la bougie hier du VIX. Ouverture ici, clôture ici. C'est très lié au prix du pétrole et à l'actualité autour de la durée de la guerre. C'est le facteur temps qui compte. Donc là aussi, on revient dans la zone plus soft. Mais c'est chaud. Est-ce qu'aujourd'hui on y rentre à nouveau ou pas? Ça va être en lien avec l'actualité. Dans les autres actifs majeurs qu'il faut suivre, vous devez, dans les autres actifs majeurs qu'il faut suivre, et le pétrole, vous devez suivre aussi le contrat TTF. Le contrat TTF, c'est le contrat qui fait référence pour le prix du gaz en Europe, c'est coté à la bourse d'Amsterdam. C'est chaud. Alors, pour le gaz, il y a un sujet parce que je vous ai dit qu'il y avait donc 20% du GNL qui passe par Hormuz. 20% du GNL qui passe par Hormuz. C'est un sujet donc pour l'Asie. C'est aussi un sujet pour l'Europe, puisque c'est environ 10 à 15% des importations européennes de GNL qui passent par le Détroit. Vous savez que l'Europe importe surtout son GNL des États-Unis. C'est le premier client. C'est le premier client. Donc c'est quasiment la moitié. Donc c'est pas non plus si systémique que ça. Si les États-Unis étaient à 10% et le Qatar, parce qu'en fait ça vient du Qatar, à 50%, là ce sera systémique. En tout cas, c'est chaud, on est sur une zone de résistance. Si on dépasse ça, ça explose, comme le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'était là, voilà. Pour l'instant, on travaille le niveau, mais ça passe pas. Vous voyez, hein, bon. Donc tout ça est à suivre. Ça fait partie des choses à suivre. Ensuite, vous avez donc il y a tout un tas d'autres baromètres. Il y a tellement de choses, notamment le dollar. Le dollar, pareil, n'est pas en alerte rouge. Le dollar, dans les phases vraiment de risque systémique, il est bullish. Il a rebondi, mais ne donne toujours pas le même signal des bear markets précédents. Toujours sous 101, 102 points. C'est l'euro-dollar qui tient ce support. Tant que l'euro-dollar tient à 14,95, il n'y a pas de signal baissier euro-dollar. Il n'y a pas de signal bullish dollar. Donc là, ça resterait aussi sous contrôle. De la même façon, toujours du côté de la finance traditionnelle, je regarde les taux obligataires. Alors, les taux obligataires ont rebondi avec le prix de l'énergie. Mais hier, avec les déclarations de Trump, parce que du coup, si le pétrole reste très longtemps, plus de 3 mois au-dessus de 80-90 dollars, l'inflation nominale peut rebondir et ça repousse la prochaine baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux de la Fed. Après, on peut aussi voir une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que si ce détroit reste fermé longtemps, que ça finit par casser la croissance mondiale, le prix de l'énergie, lui, va monter, mais tous les autres prix vont baisser parce qu'il n'y aura plus de demande, ou moins de demande. Bon, c'est un sujet sans fin. Ce que je veux dire, c'est que hier, après la déclaration de Trump, les taux retombent. Et bon, tant que le 2 ans américain ne dépasse pas le taux actuel de la Fed, parce que le 2 ans américain, c'est celui qui colle le plus au taux anticipé de la Fed. Le taux de la Fed est actuellement à 3,75, il n'y a aucune alerte.
tant que le 2 ans ne dépasse pas le taux actuel de la Fed. Parce que si le 2 ans dépassait le taux actuel de la Fed, c'est-à-dire que le marché anticipe que la Fed remonterait ses taux. Nous n'en sommes pas là. Donc là, il y a eu un rebond. On ne peut même pas parler encore d'alerte rouge. Donc si vous voulez, au final, hier, au plus bas de la séance, nous avions des alertes rouges techniques. À la clôture, ces alertes ne sont plus que des alertes oranges, voire vert foncé, quoi. Bon. Sur l'SP500 et sur le VIX. De la même façon, du côté des autres indicateurs du risque, l'or et l'argent, eux, n'ont pas été particulièrement soutenus par le mouvement. En même temps, l'or et l'argent sont déjà tout en haut. Le fait géopolitique est connu depuis longtemps et alimente déjà cette tendance haussière. Il n'y a pas eu de nouveau plus haut de l'or et l'argent, nous sommes d'accord. Il faut regarder du côté, ce qui est intéressant pour voir le vrai risque, c'est du côté des bourses d'Asie. Parce que là, effectivement, l'essentiel du pétrole, l'essentiel du pétrole et du gaz qui passe par Hormuz est à destination de l'Asie. Donc effectivement, pour l'Asie, le risque peut être systémique. Alors, plus ou moins systémique, ça dépend aussi des réserves de pétrole, des réserves stratégiques de chacun des pays concernés. Et pour l'Asie, c'est stratégique. À partir du moment où les choses sont stratégiques pour l'Asie, c'est intéressant de regarder les signaux techniques que donnent les bourses d'Asie. Et en particulier, donc, vous avez la bourse de Corée, la Corée du Sud. Là aussi, c'est très volatile. La Corée du Sud, alors déjà, c'est un mouvement aussi... regardez les bougies hebdomadaires, c'est aussi un moment ou un autre, il faut bien retracer. Donc là aussi, tôt ou tard, il y allait avoir une raison au retracement. Mais voilà, ici, donc vous voyez, depuis le début du conflit, c'est vraiment, depuis le 28 février, c'est vraiment la bourse de Corée qui vraiment s'en prend une. Mais finalement, là, elle a fait plus 5 cette nuit. On casse même pas encore la moyenne mobile à 50 jours. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler, même là aussi, pas vraiment d'alerte rouge? Donc ça fait partie quand même des bourses, la bourse de Chine. Là, je vous montre Shanghai. Là, je vous montre Shanghai et là, Shenzhen. Eh bien, non, c'est les deux mêmes, là, du coup. Où est-ce qu'ils sont passés, mes indices? Voilà, ils sont là, boum. Donc là, vous avez Shenzhen, reste parfaitement bullish. Et Shanghai reste bullish. Donc là, c'est pareil, tant que le marché action chinois, la bourse de Corée tiennent le choc, le marché n'anticipe pas un risque systémique. C'est sûr que si le Détroit reste fermé pendant 3-4 mois et que ça commence à taper dans les réserves stratégiques de pétrole, les choses seront différentes. Pour l'instant, au stade actuel, ce n'est pas le cas. Mais là, forcément, tout va très vite. Il faut aussi penser à regarder il y a tellement d'indicateurs, et je vais terminer avec ça. Et ensuite, on regarde quand même Bitcoin. Les bourses du Moyen-Orient. Les bourses du Moyen-Orient, il y a un vrai sujet. Par exemple, le Qatar. Tenez, là, je vous donne le meilleur indice pour l'approvisionnement en gaz en GNL. Donc, on parle beaucoup de 20. On dit que, c'est vrai, 20% du GNL transite par Hormuz. Les 20% du GNL qui transitent par Hormuz, c'est le Qatar. Eux, le Qatar, ils n'ont aucun moyen de contournement. Il n'y a aucun moyen de contourner le détroit pour le GNL. Le GNL, c'est transport par bateau. Plus le temps passe, plus le détroit est fermé, plus le Qatar va prendre cher. Parce que là, pour le coup, eux ils sont sans revenus. Et là, ils ont mis à l'arrêt leurs usines. Pour les relancer, ça coûte cher. Même l'indice du Qatar n'a toujours pas, par contre, cassé ce niveau. C'est validé un gros double top. Même lui, pour l'instant, n'a pas donné le signal d'alerte rouge. Donc, voilà. Ou encore même la bourse d'Arabie Saoudite, alors qui, certes, profite de la hausse du prix du pétrole, mais en même temps, l'Arabie Saoudite, c'est facilement la moitié de sa production qui passe par le détroit, l'autre par le pipeline de l'Ouest, Est-Ouest, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Même la bourse d'Arabie Saoudite n'a pas encore cassé le support. Voilà, donc il faut être assez mesuré. Nous sommes passés pas loin lundi de signaux d'alerte rouge technique qui, à la clôture, n'ont plus été finalement des alertes rouges. Voilà. Bon, la suite, nous verrons bien. Alors ensuite, l'ami BTC, écoutez, l'ami BTC, il tient plutôt très bien. Bitcoin tient bien. On peut même se poser la question pourquoi il tient bien. Alors déjà parce qu'il a déjà pris 50% de drawdown, parce que cette fois-ci, ce sont les positions short qui ont le dessus. Il n'y a quasiment plus aucune position à effet de levier longue qui est dans le marché. Et c'est souvent ça, une fois débouclé, la chasse au stop qui crée des drops. Là, il n'y a plus personne, quasiment plus rien. Il y a même des positions short qui dominent.
La peur domine. Nous sommes sur des niveaux extrêmement bas de crypto fear. Le crypto fear index est tombé à 5 deux fois cette année. C'était du jamais vu, même de tous les anciens bear markets, on n'avait jamais fait moins que 6. On fait 5, on est hyper bas. En fait, on est dans des conditions déjà de survente qui finalement n'autorisent pas davantage de drop. Et pas pour le moment en tout cas. Alors, le bear market, rien n'indique que le bear market soit terminé en termes de durée. Hein. Simplement, je vous rappelle, voilà, en termes de durée, si la pattern se répète, on va peut-être la casser cette année, la pattern. Si la pattern se répète, comment dire, la fin du bear, c'est plutôt au second semestre 2026. La phase de bottomisation peut commencer plus tôt. Nous pourrions être déjà dans la phase de latéralisation avec un truc qui resterait rangy 4-5 mois, comme ce fut le cas ici, hein, entre juin et octobre-novembre. Là, il y a eu le drop d'FTX, mais si on dégage le drop d'FTX, qui est un fait exceptionnel, on était déjà en range depuis en fait le printemps. Bon, c'est vrai qu'en termes de temps, rien n'indique que nous soyons au bout du bout, mais c'est vrai que pour l'instant, rien n'indique non plus que les 60K soit le plus bas lorsqu'on prend plusieurs approches on-chain, notamment ici le CVDD que je vous remontre. C'est vrai que c'est toujours davantage la zone des davantage la zone des 80, des 50K qui continuent d'être mises en évidence, au moins les 57K, le 61 de retracement. C'est toujours cette zone qu'on est susceptible d'attendre. Bon, pour l'instant, le marché tient bien. Donc là, je vous remontre le coût de production par Bitcoin. C'est intéressant de noter que dans le passé, il y a deux options. Soit le marché fait des mèches en dessous, mais reste assez rangy à l'intérieur avant de repartir. Soit fait une phase d'accumulation juste en dessous. Donc ça, c'est l'hypothèse des 50K avant de repartir. Mais notez que le bear market précédent avait fait son point bas dans la zone du coût de production. C'est vrai que là, nous sommes, depuis maintenant quelques semaines, à l'intérieur de la zone du coût de production, qui crée actuellement un range entre 63K et 75. Il est possible que le marché reste un certain temps entre ces 63K et ces 75 avant de tenter de repartir. Il est vrai que lorsqu'on regarde les indicateurs de momentum, à la fois déjà de Bitcoin face au S&P 500, ça surperforme, Bitcoin la surperforme, et le RSI du ratio Bitcoin S&P 500 est en zone ultra basse. Donner un signal positif, c'est ressortir par le haut de la zone de survente. Là, il est en tentative de le faire. Vous regardez ensuite le ratio Bitcoin Gold, le RSI weekly, ici, est en train de rebondir sur sa valeur la plus basse, tente une reprise. Là aussi, un signal positif serait de ressortir par le haut de la zone de survente. C'est le niveau des 30. Donc il y a des éléments de force sur ces ratios, des éléments de force sur Bitcoin face à ces autres classes d'actifs. Et lorsque vous regardez donc à nouveau ici Bitcoin en dollars, eh bien, on a une nouvelle tentative cette semaine. On a échoué la semaine dernière parce que la clôture était basse, d'avoir un nouveau RSI qui ressort par le haut de la zone de survente. Ici, ce fut le début de la latéralisation, le début de la latéralisation, le début de la latéralisation. Donc en fait, la première étape du bottom. De la même façon, hein, regardez Bitcoin euro. Je vais vous montrer Bitcoin euro. Donc pas en dollars, cette fois-ci, Bitcoin euro, lui, nous fait le même rebond de RSI weekly que le bottom de juin 2022, qui fut le point de départ de la latéralisation. Et là, il y a eu un test de la SMA 200 weekly. En euros, il y a même eu quasiment presque le test ici de la trendline. Ça a été presque fait. Donc il y a quand même des éléments qui montrent, alors qu'en dollars, on ne l'a pas testé. En dollars, on ne l'a pas testé. Vous voyez, la SMA 200 et la trend sont encore plus bas. Bon, voilà. En tout cas, il y a effectivement des éléments de résilience ce mois-ci, probablement dû au fait que ça pousse à mort sur le Clarity Act, que le marché espère d'ici la fin du mois un texte de compromis qui puisse être adopté au Sénat, et il y a des études qui estiment qu'une fois le Clarity Act adopté, ça pourrait être 500 ou 600 milliards de dollars d'actifs en attente qui pourraient enfin aller vers les cryptos
parce qu'elles attendaient le cadre légal. Et notamment d'un certain nombre de sociétés de gestion de fonds, même de banques, qui ont des desks crypto, mais qui n'y allaient pas tant qu'il n'y avait pas le cadre légal. L'or et l'argent sont complètement surachetés. Alors, est-ce que ça va réduire la durée du bear? Ou est-ce que ça va casser la pattern du cycle de 4 ans? Parce que le bear, tout le monde attend 1 an de durée moyenne. Ça veut pas, on peut commencer la latéralisation avant, mais vous voyez ce que je veux dire? Bon. En tout cas, Bitcoin s'accroche, tient des supports, il y a des premiers éléments de bottomisation de cycle, il n'a pas non plus dépassé de résistance. On a toujours une série en daily, vous voyez bien le trend baissier, et qu'au final, même si on monte à 75, ça reste quand même baissier. On peut très bien remonter à 75, peut-être 78 et repartir en drop. Je vais vous remontrer ici le nuage journalier du système Ishimoku. Voilà, les bear markets sont toujours encadrés par le Kumo. On peut à nouveau le retester, peut-être la SSB, peut-être 79 et repartir en drop. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que, eu égard, et notamment à la séance d'hier, où tous les marchés donnaient des alertes rouges, le pétrole était à 120, le SP500 se prenait une claque, Bitcoin faisait plus 4. Bon. Donc, il y a des éléments qui peuvent sembler étonnants sur la mi-BTC. Voilà, donc là, je vous remonte les moyennes mobiles exponentielles cette fois-ci. On voit que les précédentes fins de bear market se faisaient autour ou un peu en dessous de la moyenne mobile à 200 exponentielle. C'est vrai que là, on est autour ou un peu en dessous. Mais je me dis toujours qu'il faut aller tester cette zone, en tout cas en dollars. C'est vrai qu'en euros, on l'a testé. Mais bon, c'est le dollar qui compte. Voilà, ici, je refais la comparaison avec l'ancien bear market, la structure en 3 temps ABC. Alors, le bottom s'était fait entre le 0,618 et le 0,9. C'est vrai qu'on est entre le 0,618 et le 0,9. Le 0,9 a été testé avec la faillite d'FTX. Est-ce que le piège, c'est justement d'aller atteindre le 0,9? Je sais pas, moi je me dis que tôt ou tard, quand même, il faut qu'on aille par ici, quoi. Ça sera le cas tant qu'on ne dépasse pas de résistance. Donc, si vous voulez, je vous remonte le coût de production par Bitcoin. Hein. C'est un range entre 63 et 75. Si on commence à dépasser 75, on va se poser des questions, mais bon, enfin voilà. Voilà en tout cas où nous sommes pour le moment. Et donc, oui, en bref, quelques haltes. Première halte dont je vais vous parler, elle est où? Où se cache-t-elle? La petite hype. Alors, hyper liquid ou hyper liquid, je sais pas comment on dit. Hyper liquid. J'ai trouvé ça pas mal ici, la prise de mèche, scénario classique. Hein. Vous savez, rappelez-vous la séance du 10 octobre, c'était la séance de deleveraging sur les alts. C'est toujours ça, on fait la mèche, on y revient. Donc il y a eu une prise de mèche, c'est propre, avec une div. On a le début d'une pattern de renversement. J'aurai un biais bullish au-dessus des 29. Un vrai biais bullish si on est capable de faire sauter la SMA 200. Mais on a peut-être ici une pattern de renversement. Donc c'est effectivement là, ça peut être le début de quelque chose, d'une relance sur Hyper Liquid. Mais sur ETH, toujours pareil. Donc, alors, nous sommes, oui, en zone basse. Moi, je me dis quand même que ce serait pas mal d'aller faire une mèche sous le 78,6. Ce serait pas mal d'aller mettre un bottom final entre 1400 et 1750. Pour l'instant, il s'est arrêté à 1760. Bon. Là, ça tient, c'est la zone basse. On ne dépasse pas pour autant de résistance. Il y aurait un signal quand même de reprise si on dépassait les 2130. Vous voyez bien ce niveau-là. Là, si on est capable de redépasser les 2130, voilà, ici, hein, là, il y aurait le signal d'un rebond technique. Il y a comme sur Bitcoin, il y a une trend qui fait comme ça. Donc, allez la chercher. Ensuite, on verra. Il doit y avoir le Kumo Daily d'ailleurs. Bah voilà. Bon. La situation est assez similaire au BTC. Alors, c'est vrai que sur Solana, j'aime bien le fait, par contre, qu'on soit allé tester le 78,6. Le retracement de tout ça. C'est pareil, ça botomise. Il n'y a pas de dépassement de résistance. Comme sur Bitcoin et sur ETH, on a la trend comme ça. Et on a le Kumo Weekly. Sous la trend et sous le Kumo Weekly, on ne peut pas parler de quelque chose qui soit un bottom final.
Et c'est le même cas de figure en fait sur le. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du CTB. Merci de m'avoir écouté. Salut, bonne semaine.